20 mai 1940. La guerre, à la manière allemande, redouble de cruauté, d'acharnement. La Croix-Rouge est, selon la loi internationale, l'appel à la protection, l'insigne imposant le silence aux armes. L'Allemagne en a fait une cible de prédilection, le signal sous lequel il y a beaucoup à achever, à tuer, à coup sûr et sans risque. L'emblème de la Croix-Rouge désignait aux égards. Pour l'Allemagne déchaînée, elle désigne à la fureur et aux mitraillades posément ajustées de ses aviateurs. L'American Field Service a dû en décider de supprimer sur ses ambulances la Croix-Rouge, emblème de la sauvegarde et du salut, devenu pour l'Allemand le signe qui attire le massacre et la mort. Autre objectif, bien militaire, n'est-ce pas? Ce cimetière de village perdu, loin de toute action de guerre. Le sentiment que l'entreprise de terrorisation et de dévastation nous laisse au cœur, il est de même nature que celui de cette pauvre femme. Nous n'oublierons jamais. Par ses exploits, symbole de la guerre à la façon allemande, l'aviation nazie gardera à son déshonneur d'avoir fait de la haine un sentiment humain, un sentiment fécond, en la mettant au cœur des victimes et de leurs défenseurs comme une force libératrice, comme une farouche volonté de lutte jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit faite. Éviter l'horrible massacre des innocents, mettre à l'abri de la fureur d'extermination nazie les petits et les faibles, éviter les terreurs paniques sur lesquelles comptait bien l'ennemi, c'est à cela que procèdent les évacuations de certaines de nos villes. Évacuations désormais déterminées par le seul ordre écrit du commandement.
tandis qu'au loin monte la noire fumée de l'incendie. L'emploi d'autobus est venu ordonner et accélérer la mise à l'abri des populations de Belgique et du Nord. Image du 18 mai à la frontière belge. Les Belges en état de servir répondent à l'appel de leur gouvernement et viennent en France se mettre à la disposition de l'autorité militaire dans le même temps que s'organise la remise au travail, au service de la production, de tous les Belges dégagés d'obligations militaires réfugiés en France. Rigoureux contrôle des personnes et des aptitudes, organisation méthodique des transferts, efficace effort de redressement où l'ordre et la surveillance se concilient avec l'amitié et la fraternité de l'accueil justement ménagé par nos populations aux réfugiés. Images sur lesquelles on ne saurait trop revenir. Dernier passage de ceux dont la fuite, hélas trop compréhensible, la détresse à la recherche d'un abri, firent communier toute l'Amérique avec toutes les victimes de la sauvagerie allemande. Comme il a suffi de peu de jours de guerre à la manière allemande pour apprendre à craindre les tirs d'enfilade à basse altitude, à s'en défiler sur les bas-côtés des routes. Au bout des longs chemins, où beaucoup d'entre eux, des jours et des jours, marchèrent, le refuge d'un de ces centres d'accueil où dans l'ordre, sous des contrôles rigoureux de l'identité, de la santé, des capacités professionnelles, les réfugiés sont réconfortés avant d'être répartis vers leur futur centre d'hébergement, leur futur centre de travail, d'activités productrices.
Aviateurs pour la plupart, les prisonniers de ce camp, dont l'aile double de l'insigne est par une cruelle ironie d'un blanc immaculé, d'une angélique pureté par le dessin et l'atteinte. Le total mépris de la vie humaine qui les caractérise fait les Allemands eux-mêmes, heureusement, victimes en hécatombe de leur propre furie. Leurs ruées payent cher chaque pouce de terrain, et les communiqués de notre commandement ont pu confirmer les pertes extraordinairement élevées auxquelles vont leurs attaques massives sous nos tirs d'artillerie ou d'armes automatiques. De l'aviation de combat, arme chevaleresque entre toutes, l'Allemand a fait la perfection de la perfidie, avec un raffinement inouï dans la recherche de ce qui peut ahurir, décontenancer. Avions à sirènes, torpilles à sifflets visent à créer la panique par une tempête de bruits effarants. Le truc ne prend plus, il n'impressionne plus personne. Sang-froid et maîtrise de soi restent les vertus des populations des villes de l'avant, comme elles restent les vertus de nos troupes. Confiantes, parce que, armées de résolution et d'endurance, nos populations civiles, dans cette guerre totale à la façon allemande, sont dignes de nos soldats par l'abnégation et le courage. Témoin, ces deux citations. Le 10 mai, un avion allemand ayant été abattu, 2 de ses occupants saufs, sur le territoire de leur commune, ces 2 paisibles cultivateurs de chez nous, sans armes, se sont précipités, ont désarmé, maîtrisé les 2 aviateurs et permis la saisie des précieux documents de bord qu'ils s'apprêtaient à détruire. Ce garçon de 16 ans, fils d'un fermier du Nord-Est, le 16 mai, il voit un de nos chasseurs abattre un dornier. Les 4 occupants se dégagent et foncent dans un taillis. Le garçon, armé d'un fusil de chasse et d'une seule cartouche, court vers les fuyards. Ceux-ci, pourvus chacun d'un revolver, se rendent et se laissent emmener par un garçon de 16 ans, dont le sang-froid et l'impérieux courage ont fait d'eux des prisonniers humbles et soumis. L'initiative, l'audace, ces qualités à la française et toujours intactes que nos troupes de toutes armes ont révélées dans la bataille, trouvent avec l'aviation de chasse leur plus saisissante démonstration. Nos chasseurs ont réalisé des prouesses qui surclassent celles de leurs magnifiques aînés de la guerre de 1914. Certaines escadrilles ont à leur actif des exploits qui auraient paru il y a seulement un mois impossibles à réaliser. Pilotés avec un éblouissant et inlassable courage, dotés de qualités de vol remarquables, armés d'un puissant canon, les appareils de chasse français font chèrement payer à l'aviation ennemie toutes ses entreprises et s'imposent à elle.
regagnant leur terrain, c'est toujours par une dislocation spectaculaire que les patrouilles annoncent leur nouvelle victoire à leurs camarades restés au sol. À elles seules, 4 de nos escadrilles de chasse, comprenant 36 appareils, ont abattu 124 avions allemands en quelques jours, grâce à leurs as, dont l'un d'eux, pour son compte, en 12 jours, détruisit 14 appareils ennemis. Le brio, le magnifique et victorieux effort accompli par nos chasseurs depuis le 10 mai ont magistralement mérité ce que le général Vuillemin savait pouvoir demander à l'armée de l'air en s'adressant à elle par son ordre du jour du 27 mai. Depuis 15 jours de bataille, vous vous êtes dépensés sans compter, jour et nuit, faisant front victorieusement à un ennemi supérieur en nombre. Je savais que je pouvais compter sur vous. Aujourd'hui, l'heure est décisive. Notre ciel doit rester français. Elle à elle avec nos alliés, dans ce ciel qui connut tant de gloire, dans le ciel de Guinemer, à l'exemple de vos aînés, vous inscrirez à nouveau la victoire. Le 28 mai, au matin, M. Paul Reynaud annonçait au pays ce qu'il pouvait appeler, hélas, un fait sans précédent dans l'histoire. Le roi Léopold III de Belgique, sans un regard, sans un mot pour ses camarades de combat, français et anglais, qui à son appel angoissé étaient venus au secours de son pays. Le roi Léopold III de Belgique, en pleine bataille, capitulait sans condition, en rase campagne, et mettait bas les armes. Le 28 mai, alors que l'Angleterre venait en quelques jours d'annoncer l'inscription de sa 2 millionième recrue, d'annoncer l'application de lois draconiennes mettant sans restriction les personnes et les biens de tous les sujets britanniques à la disposition de Sa Majesté, venait de confirmer par la voix de son roi qu'à la question de vie ou de mort posée par l'Allemagne, l'Empire répondait par sa volonté de se battre jusqu'au bout. Le 28 mai, alors que l'armée belge, qui depuis l'agression soutenait à côté des nôtres un énorme et efficace effort, alors que les jeunes Belges allaient constituer en France une nouvelle armée qui eût porté l'effectif total belge à plus d'1 million d'hommes. Le 28 mai, alors que nos troupes, ardentes d'une colère sacrée face à l'ennemi, retrouvaient et leur chef et leurs flammes, alors qu'après la bataille des machines commençait la bataille des hommes, où nos troupes s'imposaient à l'ennemi. Mais le 28 mai, sitôt connut l'ignominieuse capitulation de son souverain, le gouvernement belge faisait connaître aux nôtres son absolue condamnation de la décision prise par le roi contre le sentiment unanime des ministres responsables. Le gouvernement belge affirmait sa volonté de mettre au service de la cause commune toutes les forces dont il peut encore disposer, et notamment de lever une nouvelle armée et de collaborer à l'œuvre d'armement de la France. Dès le 28 mai au matin, M. Paul Reynaud pouvait conclure. C'est à travers les épreuves qui nous attendent que se forgera l'âme nouvelle de la France, qui la fera plus grande que jamais. Notre foi dans la victoire est intacte. Les forces de chaque soldat, de chaque Français, de chaque Française sont décuplées. Le malheur a toujours grandi la France. Jamais elle n'a été plus unanime qu'aujourd'hui. Sur la nouvelle ligne que vient d'établir notre grand chef Desgans, en plein accord avec le maréchal Pétain, sur la Somme et sur l'Aisne, nous tiendrons. Et parce que nous aurons tenu,
nous vaincrons. Détermination qui fut en 14 celle du roi chevalier Albert Ier de Belgique, dont la mémoire et l'exemple ont déjà rallié dans une ferme unanimité le gouvernement, l'armée, le peuple belge autour du drapeau. Le 28 au matin, à Paris, M. Pierlot, président du Conseil de Belgique, M. Spaak, ministre des Affaires étrangères, et les présidents des deux chambres déposaient une couronne au pied de la statue du roi Albert. À leur tour, le 29, les parlementaires belges venaient communier dans le souvenir de l'inconnu et incliner sur la dalle sacrée le drapeau belge cravaté de tricolore. Ils étaient conduits par M. Vinck, premier président du Sénat, et par M. Lemaire, vice-président. Belges, nous vivons la plus douloureuse épreuve de notre histoire, a conclu M. Pierlot dans sa proclamation faite à ses compatriotes au nom du gouvernement. L'heure est venue de nous souvenir des leçons de vaillance et d'honneur qui nous ont été données par ceux qui combattirent de 1914 à 1918. Quoi qu'il arrive, nous resterons dignes d'eux.